Où est-ce qu'elle est? François. Salut. Comment ça s'appelle, Lily? La Oui, oui, désolé, capitaine. Ah bon? Tant pis, quoi. Alors, vous n'aimez pas. Mardi, Non, c'est vrai. C'est pas sûr. Par exemple, la branle, elle veut cette Véro.
attirer son intérêt pourquoi et c'est quoi le problème en fait avec pourquoi je vais vous dire Mais il y a moralement. Oui, on est. Une partie de leur nom, je ne sais pas si je vais finir jusqu'au bout. Comme ça, on m'entend bien. Donc je ne sais pas si je vais finir jusqu'au bout. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Cameron, je travaille au Bisex. Donc, je ne vais pas dire les numéros, mais une femme chinoise inconnue, assassinée en Afghanistan. Tracy Connelly, assassinée en Australie. Paulina Kazancheva, je suis désolée si j'écorche, assassinée au Canada. Jill Lyons, assassinée au Canada. Karen Naborg, assassinée au Canada. Janina Rigel-Lesfour, assassinée au Canada et retrouvée brûlée. Jodie Clarissa Roberts, assassinée au Canada, on l'a retrouvée dans la rivière. Amy Paul, assassinée au Canada. Lisa Ann Zilke, assassinée au Canada. Jali Zhang, assassinée au Canada. Et elle est morte après un long coma. Inconnue, assassinée au bois de Vincennes. Khalifa, assassinée à Torigny en France. Donc. Une inconnue, assassinée au bois de Boulogne. Une inconnue, assassinée en Allemagne, étranglée. Inconnue, assassinée en inconnue, originaire d'Ukraine, assassinée en Allemagne. Une inconnue, 7 femmes, 5 hommes. 7 femmes, 5 hommes, 2 inconnus, assassinés à Bagdad. Dans un bordel. 3 femmes inconnues, assassinées à Bagdad. Inconnu, assassiné à Tel Aviv. Antonia Ekbuna, 20 ans, assassinée en Italie, poignardée. Ifeoma, assassinée au Lagos. Mercedes Beltran, assassinée à Tijuana au Mexique. Inconnu, assassinée à Tijuana au Mexique. Esther, assassinée au Nigeria. Une femme inconnue, assassinée en Russie. Mokufiga Kumalo, assassiné en Afrique du Sud. Niskim, assassiné en Corée du Sud. Une femme inconnue, assassinée à Barcelone en Espagne. Maureen Ada Ortuya, assassinée en Espagne. Jenny Sofia Rebello, assassinée à Bilbao en Espagne. Hélène Simpson, assassinée à Sainte-Anne aux États-Unis. Petite Jasmine,
est assassiné à Stockholm en Suède. Dora Ozer, assassinée à Kutaisi en Turquie. Une travailleuse de sexe roumaine assassinée à Ilford au Royaume-Uni. Une femme trans assassinée à Bâton Rouge aux États-Unis. Bernadine Kinsey, assassinée à Chicago, États-Unis. Lauryn A. Block, assassinée à Cleveland aux États-Unis. Lisa, assassinée à Elgin aux États-Unis. Mary G. Meadows, assassinée à Grand Rapids aux États-Unis. Courtney Aoki, assassinée en Californie aux États-Unis. Alexis N. Lace, assassinée à Lake Park aux États-Unis. Yvonne Denise James, assassinée à Marietta aux États-Unis. Milan Boudreau, assassinée à Metairie aux États-Unis. Tina Hoang, assassinée à Newport Beach aux États-Unis. Nancy Amour, assassinée à Newport Beach aux États-Unis. Pamelia Gravely, assassinée à Charleston aux États-Unis. Candace Bate, assassinée dans le Kentucky aux États-Unis. Gloria Rose, assassinée au Kentucky aux États-Unis. Lindsay Dawn Carter, assassinée en Oklahoma aux États-Unis. Ashley Sinclair, assassinée à Orlando aux États-Unis. Diamond Mark Williams, assassiné à Philadelphie aux États-Unis. Ngok Tran Vo, assassiné à Philadelphie aux États-Unis. Porsche White, assassiné à Redford aux États-Unis. Sylvia Flores, assassinée à Redlands aux États-Unis. Brittany Clardy, assassinée à Saint Paul aux États-Unis. Ivanis Ivy Harris, assassiné aux États-Unis. Condoms Reed, assassinée à Washington aux États-Unis. Elizabeth Agdor, assassinée à Westside aux États-Unis. Une inconnue assassinée au Zimbabwe. Wilfrid Knight, assassiné au Canada. C'était aussi un acteur gay, un acteur porno gay. Masakiko, assassiné, donc c'était aussi un acteur porno gay, assassiné à Peritonitis. Harry Rins, aka Herbert Streicher, États-Unis, aussi un acteur porno. Donc ça, c'est des gens, les trois que je viens de citer, et les suivants, c'est des gens qui, par exemple, se sont suicidés, donc qu'on reconnaît aussi comme morts, parce qu'ils sont dus au stigmate aussi. Donc Man Karim aka Christian Boutiet à Wilton Manors en Floride. Alicia Tyler aka Daniel Porter à Los Angeles aux États-Unis. Une femme indienne à Dubaï. Tracy Claude à Chicago. Et enfin Beth Brigham à Boston aux États-Unis. Je propose qu'on fasse une petite minute de silence en leur mémoire et qu'après on crie toute notre colère face à ces morts et ces suicides qui sont aussi des meurtres, puisqu'on sait qui sont les responsables. Donc je propose une petite minute de silence. C'est pas facile à faire.
pénalisés, putes assassinées, clients pénalisés, putes assassinés, 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 clients pénalisés. Par ses ex-conjoints, les autorités suédoises avaient, initialement avaient reconnu qu'il avait été violent avec elle et ses enfants, sauf que lui, en réaction, il l'a dénoncé comme prostituée aux autorités suédoises pour pouvoir récupérer la garde des enfants. Et comme vous savez, en Suède, donc, le pays qui est précurseur dans la pénalisation des clients, leur but, c'est que tout le monde arrête la prostitution, et quand elle a fait comprendre que non, elle avait besoin de ses revenus et qu'elle n'arrêterait pas de se prostituer parce que pour elle, c'était pas, c'était sa décision et que c'était pas elle ne vivait pas comme une contrainte, ils ont considéré que du coup, elle était, je sais pas si c'est aliénée ou en tout cas dans un schéma d'autodestruction, puisqu'elle ne se rendait pas compte du mal qu'elle se faisait à elle-même. Et donc elle était potentiellement dangereuse pour ses enfants également. Ils ont décidé de rendre la garde des enfants à son ex-conjoint qui pourtant avait été reconnu comme violent avec elle et ses enfants. Donc voilà, elle a essayé de se battre toute sa vie pour pouvoir reprendre la garde de ses enfants malgré le fait d'être travailleuse du sexe. Et jusqu'au jour de procès au mois de juillet où son ex-conjoint en a profité pour l'assassiner. Et quand on dit client pénalisé, pute assassiné, voilà, ça c'est une preuve concrète. Et voilà, je pense à Jasmine aujourd'hui et je vous remercie d'être là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent des violences régulièrement, le système s'en fout complètement, même c'est normalisé. Quand des gens comme la ministre des droits des femmes dit que la France n'est pas une terre d'accueil de la prostitution, voilà, c'est aussi des discours de violence qui légitiment les expulsions, qui légitiment la répression contre nos collègues migrantes. Quand quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon dit qu'il ne voudrait pas que sa fille soit prostituée, bon ben voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos parents sont censés avoir honte de nous, ça veut dire que le rejet qu'on subit dans nos familles, pour eux c'est normal. Puisque eux-mêmes seraient a priori pas contents que leur enfant soit prostitué, donc a priori on peut penser qu'ils seraient prêts eux-mêmes à rejeter leurs enfants. Et ces gens-là qui font des lois pour nous discriminer toujours plus, pour nous exclure toujours plus, le fait qu'on puisse, que notre propriétaire par exemple soit considéré comme proxénète, ça a des conséquences directes. Le fait de pouvoir se loger, il y a encore 3 semaines à Perpignan, on a une collègue qui est membre du syndicat, on lui a notifié qu'elle était une prostituée notoire et qu'elle ne pourrait pas accéder, qu'elle ne pourrait pas louer cet appartement. Voilà, pourquoi est-ce que les Chinoises dans le 13e arrondissement travaillent dans des caves? C'est aussi parce que on n'a pas le droit de travailler en intérieur.
Et quand je vois ensuite le maire du 13e arrondissement qui remercie les habitants d'avoir dénoncé les collègues chinoises qui travaillent dans les caves pour pouvoir pour que la police puisse les arrêter et certaines placées en centre de rétention, expulsées, alors que ce sont des présumées victimes, voilà, sous prétexte de lutter contre la traite des êtres humains, on est en train d'expulser des personnes. Et ce qui serait, a priori, je ne pense pas qu'elle soit victime de traite des êtres humains puisqu'elle-même refuse cet amalgame, mais quand bien même on serait dans la logique de l'État, est-ce que c'est en expulsant des gens qu'on lutte vraiment contre la traite des êtres humains? On voit bien, et c'est ce qu'on dénonce depuis toujours, que la lutte contre la prostitution est utilisée comme un moyen de lutter contre l'immigration. Au bois de Boulogne, cette semaine, il y a eu 4 rafles, véhicules embarqués à la fourrière, personnes à pied emmenées pour accolage. Donc évidemment c'est des amendes, c'est de l'argent encore racketté officiellement par l'État, sans compter le racket non officiel des pratiques de policiers corrompus qui essayent soit d'avoir des rapports sexuels gratuits, soit qui confisquent les biens. Dans le sud de la France, à Nissan, dans le Languedoc-Roussillon, il y a des milices de citoyens qui se constituent pour faire la chasse aux putes. Donc ça, c'est aussi le contexte du passage de la loi à l'Assemblée nationale, de la lutte du pays, du système, de l'État contre la prostitution, qui évidemment décomplexe les gens, légitime les gens dans leur pratique de harcèlement des travailleurs du sexe dans la rue. Et évidemment tout ça, et c'est ça qui cause, c'est ça les vraies causes de la violence. La première des violences, c'est celle de l'État. Et quand depuis 1975, notre mouvement dit que le plus grand problème de France c'est l'État, on en a la preuve concrète au quotidien tous les jours. Donc voilà, je voudrais rappeler ces faits et rappeler quelles sont les causes de la violence. Qui sont liés à un système. Et c'est pas juste parce que la prostitution en tant que telle serait une violence. Non, la prostitution devient violente quand nos conditions d'exercice sont empirées à cause de mauvaises lois, à cause des discriminations, à cause des discours politiques qui nous enferment dans un statut de victime. Mais ok, on peut être victime de quelque chose, mais nous essentialiser en tant que victime, ça sert à quoi? Ça sert simplement à invalider notre parole. Et ça, c'est une violence. Voilà, je vous remercie pour votre attention. La parole, ou une collègue, n'importe qui peut prendre la parole, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Le maire de la ville de Paris qui est là. Vous êtes qui? Je suis le maire de la ville de Paris, mais c'était Je vous fais confiance, mais ne dites pas de bêtises alors. Clément Lerouer, je suis le maire de la ville de Paris, j'ai pas été invité à cette manifestation. En tout cas, je soutiens cette manifestation, je sais de quoi il s'agit. Et je voulais savoir comment on organisait ce genre de rassemblement parce qu'on va faire les mêmes pour la nuit et qu'il y a beaucoup de choses qui nous emmerdent et en tout cas je suis de tout cœur avec vous, je n'avais rien d'autre à dire que ça puisque c'est complètement improvisé. Voilà. Mais en tout cas je suis de tout cœur avec ce genre de manifestation et j'aimerais pouvoir en organiser de mon côté. Voilà. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Si vous voulez nous suivre, je dis ça pour tout le monde, on est le syndicat du travail sexuel. Envoyez-nous un email ou suivez-nous sur Facebook et vous verrez nos événements sont annoncés. Salut. Est-ce qu'il y a des associations de travailleurs du sexe ou même des collègues qui veulent prendre la parole? Je voudrais qu'on priorise quand même la parole des premiers concernés. Bonsoir à toutes et à tous, Laure Thomas, je suis la présidente d'Acte Paris, Association de lutte contre le sida. Donc je suis ici ce soir pour vous rappeler pourquoi
nous, à Stop Paris, dans la lutte contre le sida, nous soutenons l'ensemble des travailleurs et travailleuses du sexe dans leur refus de la pénalisation des clients. Donc il faut se souvenir qu'aujourd'hui encore, puisque le délit de racolage n'a pas encore été abrogé, il est encore appliqué aujourd'hui par les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui encore, il y a tout un tas de dispositifs répressifs qui éloignent les travailleurs et les travailleuses du sexe des dispositifs de prévention, de dépistage, de soins, d'accès aux droits, et qui entretiennent aujourd'hui la dynamique de l'épidémie, en particulier parmi les travailleurs du sexe les plus précaires. Et ça, aujourd'hui, c'est la conséquence directe des dispositifs qui ont été pris avec le délit de racolage public. Et c'est exactement les mêmes conséquences qui seront celles de la pénalisation des clients qui sera bientôt instaurée si le Sénat confirme les décisions de l'Assemblée nationale. Ce seront des conséquences qui vont éloigner les premières concernées des dispositifs de prévention, de dépistage et de soins qui sont cruciaux en matière de lutte contre le sida. Donc voilà, ce qui se passe là en ce moment, c'est qu'il faut qu'on se souvienne que, en plus de toutes les travailleuses du sexe qui ont subi des violences directes et physiques, des meurtres, des assassinats qu'on a cités ce soir, je pense qu'il faut qu'on pense aussi à l'ensemble des travailleuses du sexe contaminées au cours de l'année 2013 et à l'ensemble des travailleuses du sexe mortes du sida cette année. L'association de santé communautaire à Lyon. Je vais dire juste quelques mots pour expliquer la situation qui se passe à Lyon, notamment la politique des arrêtés municipaux. Thierry en a touché deux mots par rapport à ce qui s'est passé cette semaine à Boulogne. À Lyon, la violence, elle se situe aussi dans la répression des travailleuses et des travailleurs du sexe qui exercent en camionnette dans le quartier de Gerland. La violence, c'est d'avoir 40 flics qui bouclent un quartier, un hélicoptère qui tourne autour du quartier et que les flics font sortir des camionnettes toutes les femmes, les parquent dans des endroits pour les contrôler. Ça aussi c'est une violence dont le gouvernement se soucie vraiment pas. Et que cette violence elle dure à Lyon depuis plusieurs années et elle a pris en 2013 un essor énorme avec plusieurs semaines où cette répression elle était quotidienne. Après je voulais aussi parler d'une autre violence qui se situe dans le projet de loi, enfin dans la proposition de loi, qui a tout un volet social et ce volet social c'est une violence aussi. Imposer l'arrêt de la prostitution et du travail du sexe à des personnes qui n'en ont pas envie, c'est une violence. Pour celles qui ont envie de se réorienter, imposer un contrôle des associations abolitionnistes et de l'État, c'est aussi une violence. Et c'est une violence qui est qui est pour le coup beaucoup plus forte que le travail du sexe en lui-même. Et une dernière violence aussi, c'est que imposer l'arrêt de la prostitution, c'est enlever à un certain nombre de personnes un revenu, et c'est les pousser dans la précarité, et c'est aussi une violence. Voilà. Désolé, en fait, comme vous pouvez le constater, il y a un petit contretemps urgent, donc en fait on va se décaler de l'autre côté de la fontaine pour pas gêner les discours. Ah oui. Au relais utilisé, je ne sais pas. Le NI, c'est une association Et donc le collectif Humeur c'est un collectif féministe non excluant de solidarité et de lutte. Voilà, pour dire deux mots. Et nous, évidemment, nous prenons une position ferme par rapport aux travailleurs du sexe.
c'est-à-dire évidemment contre la pénalisation des clients, mais au-delà de ça, évidemment bon sur les bases qu'Axop a dit, mais c'est aussi sur une question de principe du féminisme, c'est-à-dire qu'en excluant les travailleurs du sexe des zones urbaines, etc., on renforce non seulement leur sécurité, on renforce aussi le sexisme. Et notre grand regret, c'est que c'est souvent au nom du féminisme que le gouvernement fait actuellement cette loi, qui est pour nous une loi contre les femmes. Il n'y a pas que des femmes parmi les travailleurs du sexe, il y a aussi des hommes, et il y a aussi des trans. Donc, voilà, donc le collectif Humeurs pour toutes a toujours soutenu les travailleurs du sexe et continuera à le faire contre les lois qui précarisent et qui mettent en danger, et y compris qui expulsent, parce qu'aujourd'hui il y a eu non seulement beaucoup d'expulsions sans papier par ce gouvernement dit de gauche, mais il y a aussi de plus en plus d'expulsions de travailleurs du sexe sans papier. Voilà, donc c'est révoltant, scandaleux, etc. Je passe la parole à qui veut. Bon, alors, on va pas forcément rester encore très longtemps parce que comme vous l'avez dit, il y a une personne qui a un problème à côté, et donc on va pas faire des slogans et on va pas déranger les professionnels dans leur travail. Peut-être pour conclure, je voudrais quand même rappeler un peu la situation par rapport et un peu l'incohérence, l'hypocrisie de gens comme les gens du Parti Socialiste qui d'un côté nous considèrent comme des victimes, font passer des lois répressives sous le prétexte que nous ne serions pas, voilà, on n'est pas des délinquants, des victimes, donc il faudrait nous protéger, et qu'en fait leur protection elle consiste à plus de répression. Aujourd'hui, en l'occurrence, la répression qui s'abat sur nous, c'est celle du Parti Socialiste. Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, il est socialiste. Le maire de Lyon, il est du Parti Socialiste. Le maire du 13e arrondissement, il est du Parti Socialiste. La plupart des préfets et des maires qui passent des arrêtés municipaux et préfectoraux contre nous, ils sont soit sous les ordres du Parti Socialiste ou ils sont membres de ce parti. Donc il y a quand même un peu une incohérence. D'un côté de nous dire oui, vous êtes des victimes et on fait des lois pour vous protéger. Et en fait, être les premiers acteurs de la répression contre les travailleurs du sexe en France aujourd'hui. Et donc c'est là où on voit bien que ce statut de victime, il sert simplement à justifier, à valider notre parole. Ça sert simplement à dire que ces personnes ne peuvent pas parler pour elles-mêmes, donc on va demander à des professionnels de la réinsertion sociale de parler à leur place. Et ces gens-là qui sont subventionnés par l'État, qui font en fait partie du système, ils sont aussi parmi les premiers à nous exploiter, parce qu'on nous dit on va aller faire les ateliers d'Agobert de réinsertion sociale pour dire à quoi ça consiste. Donc c'est 350 € par mois pour faire du façonnage d'imprimerie, travailler pour des compagnies comme L'Oréal. Donc Madame Bettencourt, c'est la première fortune de France, et elle participe à l'exploitation des travailleurs du sexe dans les ateliers de réinsertion sociale de l'Amicale Unie. Et ça, c'est encouragé, et ça fait partie du système que l'État met en place pour, soi-disant, nous aider. Donc moi, je considère que ça fait partie des violences contre nous, et que ce qu'on demande, nous, c'est pas la charité. On considère qu'on n'a pas à être réinséré dans la société parce qu'on fait déjà partie de la société. Et ce qu'on veut, simplement, c'est des droits. C'est les mêmes droits que les autres citoyens et les autres travailleurs. Bon, je vais conclure par ça. Et je vous remercie tous et toutes d'être venus aujourd'hui. En plus, le 7 décembre, en général, il fait froid cet hiver. Donc c'est bien de se mobiliser. Je voudrais rappeler les prochains événements dans l'agenda. Ce sera le 8 mars, probablement, on fera une manifestation avec le collectif 8 mars pour tous, qui risque d'être séparée cette année de celle du CNDF, puisque le CNDF a décidé
de mener sa campagne pour l'abolition de la prostitution, donc on ne pourra pas marcher derrière elle cette année. D'habitude, on marche en fin de cortège avec les femmes voilées. Cette année, je pense qu'on va inviter toutes les féministes qui ne sont pas plussophobes à marcher avec nous dans un cortège différent. Mais donc ça sera rendez-vous pour le 8 mars. En attendant, je vous invite aussi à faire un peu de lobby auprès des sénateurs. Peut-être aussi dans vos organisations politiques, si vous êtes dans un parti ou dans une organisation, dans un syndicat, essayez aussi d'organiser peut-être des débats, des rencontres avec des travailleuses du sexe, pour qu'on puisse présenter justement nos revendications, nos problématiques, et que les gens comprennent un peu mieux aussi la situation et ce qui se passe réellement, contrairement à ce qui est un peu mis en avant dans la propagande gouvernementale et médiatique. Donc, voilà, je ne sais pas trop quoi vous conseiller, sinon suivez-nous, nous sommes sur internet maintenant, beaucoup sur Facebook, Twitter, etc. Adhérez au STRAS aussi, je rappelle qu'il reste que quelques jours avant la fin de l'année si vous n'avez pas encore payé votre cotisation 2013, et sinon vous pouvez commencer à adhérer aussi pour 2014, puisque c'est aussi un moyen de pouvoir s'organiser, c'est de pouvoir aussi renforcer nos rangs. Bon, je remercie tout le monde et à bientôt pour les prochaines aventures. Toujours trop Il tard. lui avait dit, vous êtes belle, et d'habitude dans ce quartier-là, on dit jamais les choses comme ça aux filles qui font le même métier qu'elle. Et comme elle voulait se confesser, il la couvrait toute de baisers, en lui disant laisse-t-on passer. Moi je vois qu'une chose, c'est que vous êtes belle. Il y a des images qui vous tracassent, et quand elle sortait avec lui, depuis Pigalle jusqu'à Clichy, son passé lui faisait la grimace. Et sur ces trottoirs pleins de souvenirs, elle voyait son amour se flétrir. Alors elle lui demanda de partir, et il l'emmena à Montparnasse. Elle croyait recommencer sa vie, mais c'est lui qui se mit à changer. Il la regardait tout étonné, disant « Je te croyais plus jolie. Ici le jour t'éclaire de trop, on voit tes vices à fleur de peau. Faudrait peut-être mieux que tu remontes là-haut et qu'on reprenne chacun sa vie. » Elle est retournée dans son Pigalle, il n'y a plus personne pour la repêcher. Elle a retrouvé tous ses péchés, ses coins d'ombre et ses trottoirs sales. Mais quand elle voit des amoureux qui remontent la rue d'un air joyeux, qui a des larmes dans ses grands yeux bleus, qui coulent le long ses joues toutes pâles. Magnifique.